Aujourd'hui, l'Europe, on démarre, et puis il y a du chômage, il y a tous les arguments contre les étrangers, ça commence à marcher grave. Oui, mais ça marchait déjà il y a 20 ans. Ouais, mais ces gens-là, ils ont trouvé du boulot. Aujourd'hui, il n'y a plus ce travail. C'est vrai, mais la crise aujourd'hui, bah oui. elle vient pas de l'Europe, oui, simplement. Non, mais d'accord. C'est la mondialisation. Oui, mais l'Europe... Alors... Qui a créé la mondialisation? Qui a créé la mondialisation? C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est pas les Indiens ou les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la Commission de Bruxelles, avec notamment Sir Léon Brittan, qui était à l'époque dans les années 80 le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est ça qui a procuré le développement industriel ultra rapide de l'Inde et surtout de la Chine. Bon, alors maintenant on nous dit regardez la concurrence chinoise, mais qui a créé cette concurrence chinoise? Et comment faire pour en sortir de cette situation? Nous avons affaire, entre la Chine, l'Inde, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, etc. Nous avons, sans parler du Brésil et des pays d'Amérique latine, nous avons affaire, rien que dans la zone Asie, à plus de 3 milliards de personnes, 3 milliards, qui ont un niveau de vie et des salaires qui sont 20 fois inférieurs. C'est-à-dire que même si en France on supprimait d'un seul coup toutes les charges sociales, ce qui signifie au passage... On ne serait pas compétitif. Voilà, on ne serait pas compétitif, ce qui signifie qu'au passage, qu'il faudrait fermer les hôpitaux, les commissariats de police, l'armée, les écoles, etc. Et donc nous aurions une explosion sociale en France. Donc la France, comme d'ailleurs les pays occidentaux, est en train de perdre mois après mois sa substance. Nous perdons plusieurs milliers d'emplois industriels chaque mois. Et ce n'est pas parce que les charges sociales sont trop élevées, c'est parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas de charges sociales, nous perdrions ces emplois parce que de toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur. Nous venons de réaliser une très ambitieuse opération d'ouverture et de réglementation du marché qui renforce le dispositif réglementaire des échanges multilatéraux et, ce qui est peut-être encore plus important, permet l'avènement d'une organisation mondiale du commerce plus forte. J'ai commencé à travailler sur les négociations du GATT concernant les services financiers et je me suis tout de suite dit que ça m'intéressait et que c'était ce que je voulais faire. Ce qui est intéressant dans le commerce international, c'est qu'un traité signé par l'Union européenne, même s'il ne fait pas partie de la législation communautaire, s'y substitue d'office. Et tous les pays membres de l'Union européenne sont obligés de respecter les traités signés par cette dernière. Nous sommes arrivés au terme du plus ambitieux cycle de négociations sur le commerce jamais entrepris. En tant que négociateur représentant les 117 gouvernements impliqués, vous avez abouti à un résultat extraordinaire. Avec votre accord, je déclare les négociations de l'Uruguay Round terminées.
Le marché intérieur de l'Union européenne prenait une importance considérable. C'était une région riche avec un PIB par habitant élevé. Quand l'Union européenne négociait en tant que telle, elle avait un réel pouvoir, car elle était numéro 1 au niveau des exportations, des importations et des investissements à l'étranger. Mais Sir Leon Brittan, le commissaire de l'Union européenne chargé du commerce, se plaignait qu'à chaque fois qu'il était amené à négocier avec les États-Unis, il se retrouvait face à son homologue américain, qui lui était soutenu par les dirigeants des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance de son pays, qui lui disaient « Sois sympa, fais ça pour nous, rends-nous ce service ». Alors que Sir Leon Brittan n'avait derrière lui qu'une poignée de ministres, qui le freinaient sans cesse et restreignaient sa liberté de mouvement, ce qui le mettait dans une situation inconfortable. Nous avons alors découvert qu'il y avait à Washington une armée de lobbyistes qui étaient là pour dire à leur gouvernement ce qu'ils attendaient des négociations sur le commerce. Nous avons choisi de nous intéresser à Givenchy et Kenzo, deux marques du groupe LVMH. En caméra discrète, nous sommes allés voir dans ce grand magasin les costumes pour hommes. Vendus entre 1000 et 1500 € pièce, c'est du prêt-à-porter de luxe. Sur l'étiquette, on lit la mention Paris, mais à l'intérieur en tout petit, fait en Bulgarie. Regarde, tu vois, ils ont fait une pizzeria, là. Mais tu vois, là, c'était les pantalons, tout ça. Ces costumes ont longtemps été assemblés ici, chez ce sous-traitant du Nord, jusqu'à ce que l'atelier de production ferme en 2008. LVMH trouvait Marie-Hélène et les 146 autres employés trop chers. Quand elle a appris que la fabrication des costumes était partie en Pologne, elle a même décidé avec sa collègue Annie de faire une visite surprise chez le nouveau sous-traitant. Ah ouais, et ils ont un ventilateur, hein. Nous avons récupéré les images. C'était dans 2007. Ce qu'elle découvre est un choc pour elle. Le coût de la main-d'œuvre est de 35 € par costume, 3 fois moins qu'en France. Ça, nous, c'est pas la même matière. Tu sais, tu mets dans la manche. Ces ouvrières ont appris très vite à faire du luxe pour des salaires bien inférieurs. Combien d'années vous avez travaillé ? En 2007, les employées polonaises recevaient un salaire de 250 € par mois. Les costumeux sont partis encore plus loin. La Pologne, c'était trop cher. Le nouveau pays de cocagne, c'est la Bulgarie. Nous avons retrouvé nos costumes à 350 km de Sofia. Voici Pyrintex, la plus grande usine textile de Bulgarie, voire d'Europe, avec ses 3000 employés. Fondée par cet Allemand, Bertram Rollmann, l'usine travaille en sous-traitance pour les marques européennes. Et voici nos costumes. Ça, c'est du Kenzo. Fini la tradition et les savoir-faire. Ici, les mots qui comptent sont rentabilité et coût de main-d'œuvre. La moins chère d'Europe. Son usine était la dernière entreprise à fabriquer des costumes de luxe en série en France. Nous fabriquons l'essentiel, plus de 95 ou 96% en France. LVMH, exemplaire au niveau de l'emploi. C'est la mondialisation dans le bon sens. Actuellement, chaque jour, la France perd 4 à 500 emplois. Chaque jour, la France perd une usine. Chaque jour, plus de 1500 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE pour l'année 2010. En 2012, je pense qu'on va être plutôt à plus de 2000 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Voici la situation. Une situation qui est calamiteuse, qui dure maintenant depuis 15 ans.
en fait, qui est directement corrélé à l'adoption du traité de Maastricht, de l'euro, de la prétendue mondialisation inévitable, c'est-à-dire de la suppression de tous les contrôles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ça en est le fruit direct. Et que font ceux qui sont à l'origine de ça? Ils continuent à plastronner dans les médias. Les Jacques Attali, les Jacques Delors sont en train de nous dire ce qu'il faut faire maintenant, alors que tout ce qu'ils ont dit s'est traduit par une catastrophe. En 1971, il y avait beaucoup d'obstacles à la vente. Il y avait d'abord la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger. Il y avait d'autre part le contrôle d'échange et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il y avait enfin les droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services et qui protégeaient certains secteurs industriels. Donc les Américains ne pouvaient pas tout acheter. Ils ne pouvaient pas acheter par exemple une usine ou installer une usine en Chine. Ils ne pouvaient pas acheter une usine en Russie, en Union soviétique. C'était interdit par les Chinois, par le gouvernement soviétique, etc. Ils ne pouvaient même pas acheter facilement des objets en France puisqu'il y avait le contrôle d'échange. Alors c'est très ennuyeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait constamment, les Américains? C'est d'avoir des campagnes constantes, médiatiques, etc., pour expliquer qu'il fallait qu'il y ait la mondialisation inévitable. C'est-à-dire le démantèlement de tout ça, au nom d'une prétendue fatalité cosmique, n'est-ce pas? Qui était quoi? Ah bah oui, il y a la mondialisation, on n'y peut rien. Ah bon, on n'y peut rien. Ah bon, pourquoi? On n'y peut rien. Donc, tout ceci s'est traduit par quoi? Et l'invention de la politique de mondialisation inévitable, au moment, bien entendu, avant il y avait quand même un contrepoids qui était l'Union soviétique. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 91, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en fait non pas le peuple américain qui souvent est lui-même bien embarrassé par la situation, mais l'aristocratie des affaires, l'oligarchie financière euro-atlantiste, comme je l'appelle, c'est-à-dire américaine, et qui a également toutes ses entrées à la Commission européenne. Donc, d'un côté, monsieur Michael Cantor, le US Trade Representative, et de l'autre côté, monsieur Sir Léon Brittal, le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, sont tombés d'accord en 93 sur un accord qui s'appelle l'accord dit de Blair House, qui a débloqué l'accord qui était en suspens depuis des années, l'accord du GATT, dit du cycle de l'Uruguay, et a abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords de Marrakech du 15 avril 1994. Au nom desquels, eh bien, tout simplement, on a décidé d'un seul coup que c'était comme la fin de la guerre froide le permettait, c'était le démantèlement du camp socialiste. Le contrôle d'échange a été supprimé, le contrôle des mouvements de capitaux en Europe sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse. Je rappelle que c'est quand même le gouvernement socialiste, c'est M. Bérégovoy qui est le responsable en chef de ces démantèlements. Je rappelle que le traité de Maastricht a été signé par François Mitterrand, président de la République, et Roland Dumas, ministre socialiste des Affaires étrangères. J'ai d'ailleurs une fois déjeuné avec lui, et je lui dis, mais c'est quand même une grosse connerie. Et il me dit, je suis bien d'accord, mais je voulais pas le signer. Alors je lui dis, mais enfin, bon, mais et pourquoi donc l'avez-vous signé? Il m'a dit, c'est parce que c'est Mitterrand qui me l'a demandé. D'ailleurs, moi, j'étais contre, quand j'étais député en 1957, j'ai voté contre le traité de Rome. Nous avons donc décidé, nous, c'est pas nous, c'est le traité de Maastricht, l'ensemble des pays d'Europe a donc décidé, sous ces pressions, on a dit, c'est la mondialisation inévitable, c'est dû à Internet. Ah bon, pourquoi? Avant, on avait eu les Boeing 747, la télévision, les satellites, il n'y avait pas eu de mondialisation inévitable. Hein. Et avec Internet, on peut interdire tout ce que l'on veut avec Internet. Hein. Il y a plein de choses que l'on peut interdire sur Internet. Donc ça n'a rien à voir, mais on a utilisé l'outil Internet pour faire croire qu'il allait falloir, d'un seul coup, tout déréglementer. Donc on a mis fin au contrôle d'échange, ces fameux articles 63, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite. Et puis, les droits commerciaux réglementant les échanges, eh bien, ça a été le démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services, grâce à la complicité des institutions de Bruxelles.